Bonsoir à tous et bonsoir à toutes et bienvenue sur le groupe Auteur, Blogueur et Lecteur Homme Passion pour ce nouveau live avec un invité exceptionnel puisqu'il s'agit ce soir de Yasmina Kadra. Donc Yasmina, bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc merci à vous de venir faire un live avec nous pour partager votre univers livresque, présenter vos romans et répondre aux questions de toutes les personnes présentes ce soir. C'est vraiment un honneur de vous recevoir. J'essaie d'éteindre mon téléphone, comme ça il n'y aura pas Voilà, d'interférence. eh bien, écoutez, Voilà, maintenant merci. Merci beaucoup. Vous connaissez donc le principe. Les personnes qui sont en direct donc, vont pouvoir poser des questions en commentaire, des questions que je vais donc vous poser. Vous pourrez vous répondre. Et je tenais à vous remercier aussi, puisque on en parlait justement en off. Vous avez accepté ce soir d'offrir par tirage au sort à la fin de ce live, parmi toutes les personnes qui ont posé les questions, 3 exemplaires brochés de votre nouveau roman que vous allez avoir l'occasion de nous présenter, donc Les Vertueux, qui sortira donc au mois d'août. En librairie. Donc, on va avoir l'occasion d'en parler, mais encore une fois, merci à vous. Donc, j'invite toutes les personnes dès maintenant à poser des questions. Est-ce que vous pouvez, avant la première question qui arrive, vous présenter, nous dire qui est Yasmina Kadra? Bon, Yasmina Khadra, c'est un écrivain algérien. Il est né dans le Sahara algérien, il y a très 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 longtemps. Il a commencé à écrire très jeune, à l'âge de 11 ans, il a écrit sa première nouvelle, mais en même temps, il n'a pas eu une vie ordinaire, c'est une vie un petit peu atypique. Un parcours atypique. À l'âge de 9 ans, j'étais dans une école militaire, l'école des cadets de la Révolution, à Tlemcen, puis à Kolia. Et cette école était nous destinée à une carrière militaire, carrière que j'ai faite pendant 36 ans. Donc, voilà. Et pendant que j'étais sous les drapeaux, j'écrivais. J'ai commencé à écrire sous mon vrai nom. Par la suite, il y a eu un comité de censure militaire qui m'a obligé d'opter pour la clandestinité. Et pendant 11 années, j'ai écrit dans la clandestinité jusqu'en 1990, de 1995. Oui, où j'ai écrit Morituri sous le pseudonyme de Yasmina Kadra. Yasmina Kadra sont les prénoms de mon épouse. Voilà. Je pense que tout le monde, enfin, les gens qui s'intéressent à moi connaissent ça depuis très longtemps. Et les gens qui ne connaissent pas, ce qui ne se sont jamais intéressés à moi. Écoutez, merci beaucoup donc, pour cette présentation. Il y a une première question, justement, vous venez d'en parler. Votre roman, Morituri, qui nous dit, c'est une réédition? Non, ce n'est pas une réédition. Le livre est sorti il y a 22 ans, 26 ans. Et je l'ai écrit dans des conditions effroyables. C'était au lendemain du premier attentat qui a endeuillé la région de Moussaganem. Et j'étais présent au cimetière, donc j'ai assisté à cette horreur en direct et de catalepsie à travers laquelle moi j'ai écrit Morituri. Mais bien des années après, même si c'est le roman qui m'a révélé au grand public, parce que quand même il apportait quelques réponses aux questionnements un peu qui taraudaient les esprits à l'époque. Elle a enterré ses héros dans l'indifférence la plus insoutenable. Donc moi, j'ai voulu raconter quelque chose qui pourrait servir aux générations de demain. Donc il fallait témoigner de cette époque et la raconter de la façon la plus fidèle possible. D'accord, merci beaucoup. Donc, je salue toutes les personnes qui arrivent. Je vois qu'on est pas mal de personnes qui nous regardent. Donc, je rappelle que j'invite les personnes à poser leurs questions puisqu'il y aura trois exemplaires à gagner ce soir de votre nouveau roman qui sortira donc au mois d'août prochain. Et je salue aussi donc Karim Yazid qui vient de se connecter et qui nous dit bonjour Florian, bonjour Yasmina Kadra, belle émission. Donc Karim Yazid, auteur franco-algérien connu aussi pour plusieurs séries, dont la série El Nafak. Justement, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui vous a lancé dans l'écriture? Pourquoi Yasmina Kadra un jour s'est dit tiens, je vais écrire? Et moi, je suis né pour écrire. À l'âge de 5 ans, j'écrivais des choses, des espèces de gribouillis qui avaient le mérite d'avoir de la rime, même si la rime n'avait pas de sens. J'étais né, j'étais fasciné par le verbe, j'ai hérité ça Avant d'écrire le roman. Ben, ça se passe d'abord dans ma tête.
Avant de passer à la graphie, à l'écriture, tout se construit dans ma tête. Je suis quelqu'un qui est tout le temps dans la fiction, en train de structurer une histoire, de camper des personnages, de chercher quelque chose de nouveau, d'inventif. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Et quand j'ai l'histoire dans ma tête, quand elle est bouclée comme dans un film, j'ai des rushs aussi, hein. Eh ben, j'ai dans mon esprit et puis je passe à l'écriture. Donc l'écriture, pour moi, c'est tout simplement la réalisation de ce que j'avais construit dans ma tête. D'accord. Et est-ce que vous Mais laissez moi, pas je ne peux aussi? pas, par exemple, commencer une histoire si je ne connais pas la fin. Je ne peux Voilà, pas c'est ça. commencer une histoire si je ne connais pas la fin. Je ne peux pas être sûr de faire aboutir mon texte si je n'ai pas des personnages que j'ai passé 1000 fois au casting, que j'ai interrogé, convoqué, mesuré. Voilà. Et c'est quand je m'aperçois que mon personnage est totalement fiable, donc je suis absolument certain de le rendre crédible à travers le texte. D'accord. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Je salue Marie-Hélène Pasquel qui est là aussi, qui nous dit bonsoir Yasmina Kadra et Florian. Quel plaisir de vous écouter. Et aussi Boadjar qui est là et qui nous dit bonjour à tous et bonjour à toutes. Euh, pour ceux qui ne vous connaissent pas, parce Bouhajar que comment? Bouhajar comment? Bouhajar comment? alors, Boadjar AC, Et- c'est marqué. Hein? Boadjar AC. Ah, parce que j'avais un Bouhajar qui a été mon compagnon d'armes. Enfin, je le salue, celui-là aussi. Allez, donc bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Merci à vous tous d'être là. Dominique Guéna qui est là aussi. Rostom Dja. Alors, j'ai du mal à peut-être à écorcher les noms et je m'en excuse par avance. Donc, Restom Dja qui dit bonsoir, un chef-d'œuvre Morituri Komilob. Voilà, ben justement, est-ce que on voit la couverture à l'écran? Est-ce que vous pouvez nous le présenter, nous dire un petit peu qui a été réédité chez Casbah Édition au niveau de la couverture, puisque je vois qu'il y a une personne qui réagit. Qui a réalisé la couverture? Ah, je ne sais pas, ça a été une proposition de mon éditeur algérois, la Casbah. L'histoire, ben, c'est une enquête policière qui, en même temps, au lieu de traquer le crime, elle traquait les défaillances d'une société, les dérives d'une nation qui n'a pas su mériter la chance d'avoir survécu à pas mal de malheurs, qui n'a pas su mériter euh, de, de bien vivre, de bien construire son pays, qui n'a pas su être à la hauteur des sacrifices consentis pour sa propre liberté. Donc, le commissaire Loeb, je l'ai inventé en 1988 à Tamanrasset. Je l'ai inventé, enfin il a toujours existé, je pense avant, même en 85, mais je n'ai jamais fini une enquête avec le commissaire Loeb, sauf en 1988. J'étais à Tamanrasset avec mon épouse, on n'avait pas encore d'enfants, on captait très mal la télé, la radio aussi, on ne la captait pas, donc il n'y avait pas grand-chose à Tamanrasset à l'époque. Je parle des années 1980. J'espère qu'aujourd'hui les choses ont évolué. Mais à l'époque, il n'y avait rien pour un jeune couple. On ne pouvait pas aller au cinéma, on ne pouvait pas aller au théâtre, on ne pouvait pas aller s'attabler à la terrasse d'un café. C'était vraiment le désert dans le désert. Et j'étais responsable des frontières quand même. J'avais 1100 kilomètres de frontières. 300 kilomètres côté malien et 800 kilomètres côté Niger. Donc, quand j'allais faire la tournée des postes avancés qui relevaient de ma compétence opérationnelle, eh ben, je mettais 2 semaines. Et 2 semaines, j'ai laissé ma femme toute seule à la maison. Donc, j'avais écrit le premier commissaire Loeb, le Dingo Bissouri, pour elle. Je n'avais pas du tout l'intention de le publier, c'était pour elle. Pour l'occuper un petit peu, bon, j'ai essayé d'être drôle, de quoi meubler ses solitudes. Elle était jeune, mon épouse à l'époque, elle devait avoir 22 ans, elle était toute jeune. Et voilà, et c'est comme ça qu'à mon retour, elle avait quand même terminé le roman, et c'est elle qui m'a proposé de le publier. C'est elle. Voilà. J'ai dit, mais non, je l'ai écrit pour toi, c'est un roman de gare. Et c'est vrai, effectivement, c'est un roman de gare, mais assez agréable. D'ailleurs, Rachid Mimouni l'a beaucoup aimé. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé, le commissaire Loeb. Par la suite, j'ai écrit un deuxième commissaire Loeb qui s'intitule La foire aux enfoirés, mais c'est un livre complètement nul parce que j'ai cédé trop vite à la facilité. D'ailleurs, c'est grâce à ce livre
que je jurais de ne plus jamais tomber dans la facilité. C'est un livre désagréable de par son écriture, de par son style, de par sa prétention. C'était un roman à oublier. C'est pour ça que j'ai jamais accepté qu'il soit réédité. Même si je pouvais le retravailler, mais j'ai dit, il ne mérite pas d'être réédité. Et comme ça, en 1988, alors que j'étais soumis à un comité de censure, j'avais écrit le commissaire Loeb, et ça m'a éveillé à ce personnage. Et quand la guerre est arrivée, la guerre terroriste est arrivée en Algérie, c'était le seul personnage qui pouvait m'aider à rester lucide au cœur de l'enfer. Mm. Le commissaire Loeb n'a pas été un personnage, il a été une personne pour moi. C'est lui qui m'a éveillé à mes responsabilités, c'est lui qui m'a insufflé une part de sa foi dans son pays, de son courage. Et je lui dois tout. Et j'ai été obligé de le tuer plus tard, juste parce que l'un de nous devait mourir. L'un de Ah oui. nous deux devait mourir. Donc je l'ai sacrifié lui, pour pouvoir peut-être le ressusciter un jour. Parce que si je venais à disparaître, lui ne sera jamais ressuscité. Parce que justement, c'est intéressant que vous dites ça, parce qu'il y a une question intéressante de Marie-Hélène Fasquelle qui nous dit, et vous avez peut-être partiellement répondu, qui dit sur l'ensemble de votre univers livresque, quel est votre personnage préféré, celui qui vous touche le plus? Celui qui me touche le plus, c'est Turambo, le personnage de Les anges meurent de nos blessures. C'est un boxeur qui me ressemble beaucoup. Nous avons toujours aimé, mais on n'a pas eu de retour dans l'amour. Enfin, pas toujours, plutôt pas souvent. Et puis, on gagnait tous nos combats et on était arbitrairement disqualifiés par des arbitres. Voilà, c'est un personnage qui me ressemble beaucoup. Sauf que j'avais peut-être une longueur d'avance sur lui. Moi, je savais où il allait. Et j'ai essayé de ne pas aller là où il a échoué. D'accord. Bah, écoutez, bah, merci beaucoup. En tout cas, je rejoins tous les commentaires qui arrivent. Beaucoup de gens qui nous disent bonsoir, Monsieur Cadra, c'est un plaisir de vous écouter. Karim qui nous dit le commissaire Loeb a été transformé en une série tournée par le réalisateur Bachir Deray, mais qui n'a jamais sorti, je crois. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de votre univers livresque qui a été adapté au cinéma. Et là, c'est une bonne Oui, remarque c'est de bien. Karim. C'est ma plus grande tristesse. Vous savez, j'ai écrit pour la télévision algérienne le commissaire Loeb and Co. Ce sont 8 épisodes de 52 minutes, assez agréables. J'ai évité le côté politique parce que je savais que le gouvernement est toujours un petit peu. Il a l'urticaire de de tout ce qui a trait à la politique. Et j'ai fait tout simplement une enquête policière ordinaire, mais très très présente. Les acteurs se sont donnés à cœur joie. D'ailleurs, et Rachid Fares et Sedali Kouiret, ce sont deux monuments du cinéma algérien. Ils n'ont même pas eu le temps ils n'ont pas eu le plaisir de voir cette série à la télévision algérienne. Elle est sortie, elle a été terminée totalement, je crois, en 2012. Et jusqu'à présent, elle n'est jamais passée à l'antenne, jamais elle n'a été diffusée. C'est dommage, parce que là, je ne sais pas, il y a maintenant tous les secteurs névralgiques de l'Algérie sont infestés par des islamistes qui ne savent pas ce que c'est que l'émancipation des esprits, qui ne savent pas ce que c'est que le divertissement, qui ne savent même pas ce qu'est le combat culturel algérien pour faire face à l'impérialisme culturel. Donc, malheureusement, ils sont partout. Ils ont vu dans la série des bouteilles de vin. Ils ont dit non, ça ne peut pas passer. Et pourtant, ce sont les plus grands voyous de la terre, ce sont les plus grands criminels de la terre, ce sont les plus grands mécréants de la terre, ces islamistes de merde qui nous pourrissent la vie, qui nous empêchent de faire avancer notre pays. Mais je suis certain que cette série finira par passer à la télévision, d'une manière ou d'une autre. Et ce jour reviendra en même temps que la libération de tous les esprits et de tous les peuples algériens. Bah, écoutez, bah, merci beaucoup en tout cas. Lou Erika qui est là, qui nous dit bonsoir Monsieur Cadra. Donc bonsoir à vous Erika. Loïc Berthollet, pardon, qui est là, qui nous dit très heureux d'écouter Monsieur Cadra, que j'ai découvert avec Khalil et dont j'attends les sorties avec impatience. Voilà, le personnage Khalil. Mais, c'est assuré, je n'ai pas entendu la question.
Ah, pardon, excusez-moi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde là ce soir. Donc, effectivement, donc Loïc Berthollet qui nous dit très heureux d'écouter Monsieur Cadra, que j'ai découvert avec Khalil. Voilà, dont il attend les Ouais. sorties avec impatience. Justement, est-ce que vous pouvez nous présenter ce personnage? Vu que c'est la question qui est juste après. Khalil, Oui. Khalil, Khalil, moi j'avais déjà écrit des livres sur le terrorisme, des livres qui ont fait le tour du monde, qui sont enseignés dans les plus grandes écoles militaires du monde, l'école de guerre aux États-Unis par exemple. C'est les années de Seigneur à quoi arrivent les loups. Et je pensais ne plus jamais revenir sur ce sujet. C'est pour ça que je suis allé un peu partout, à Cuba, la Corne d'Afrique. Et puis, après les attentats de 2015, du vendredi 13 novembre, il y a eu un mouvement intellectuel en France assez diabolique, assez terrifiant, qui essayait par tous les moyens de diaboliser les musulmans. Et c'était malheureusement pour l'esprit humain et pour l'humanité entière, c'était des intellectuels quand même. Moi, pour moi, un intellectuel, c'est quelqu'un qui cherche, au contraire, à apaiser les esprits, à essayer de trouver la meilleure façon de régler les litiges. C'est la sagesse, l'intellectuel. Pour moi, c'est un sage. Enfin, c'est comme ça que je le voyais avant de le rencontrer. Eh ben, j'ai trouvé ces opérations euh, terriblement déplorable et répréhensible. Et c'est pour ça que j'ai écrit Khalil, pour essayer tout simplement d'expliquer ce qu'est un terroriste. Et je me rappelle, il y avait des gens dans la presse, oui, c'est un personnage lisse, il est inconcevable. Et ces gens-là, ils n'avaient jamais rencontré de terroristes de toute leur vie. Et ils disaient de celui qui les a combattus pendant 8 années, dont la mission était d'être dans la tête des terroristes, on trouvait encore le moyen de les critiquer. J'ai dit, c'est pour ça que ces gens-là n'évolueront jamais. Et c'est pour ça que beaucoup de solutions ne seront jamais, enfin, beaucoup de problèmes ne trouveront jamais de solution. Parce qu'il y a toujours des gens assez stupides et assez arrogants qui croient savoir ce qu'ils ignorent totalement. Oui. En tout cas, il y a beaucoup de personnes qui rejoignent ce que vous dites, hein. Entièrement d'accord avec vous, Yasmina, tout à fait d'accord, nous disent les personnes. Yasmina Kadra, un grand écrivain et un grand monsieur, que Dieu vous préserve. 1m69, hein, je fais 1m69. Ah, ça va, je fais 1m63. Je suis plus petit. Ouais. Il y a une autre question très intéressante aussi qui demande s'il y a des sujets que vous aimeriez traiter dans vos romans et dont vous ne l'avez pas encore fait. Oui, c'est une maladie, l'écriture pour moi. C'est une maladie heureuse, c'est une maladie fantastique, c'est une maladie euphorique. Mais je sais que le temps ne me permettra jamais d'écrire ce que j'ai envie d'écrire. C'est pour ça que j'essaie de sortir chaque année un livre. J'en ai d'autres, des projets en chantier, mais voilà, quelquefois, on est fatigué, quelquefois on est totalement épuisé, quelquefois on est désespéré quand on voit ce qui se passe dans le monde. On se pose la question de savoir à quoi on sert finalement. À quoi, pourquoi écrit-on si ce n'est pas pour éveiller les consciences, pour essayer d'apaiser les esprits, de rassembler ce qui est possible de rassembler, de dépoussiérer les ponts ou les passerelles qui devraient naturellement relier les peuples. Des fois, quand on voit par exemple la guerre en Ukraine, quand on voit ce qui se passe en Syrie, au Yémen, quand on voit ce qui se passe en Afrique, quand on voit toutes ces dégénérescences qui frappent de plein fouet l'humanité aux quatre coins de la Terre, on est désespéré, on est désespéré. Et puis quand on entend quelquefois des discours haineux, euh, moi je comprends pas sincèrement. Je me dis, est-ce que ce n'est pas parce que chaque génération réclame sa part de la tragédie que les choses dérapent. La quiétude alentour, enfin, toutes ces belles choses qu'on a la chance de voir, d'aimer, d'apprécier, pourquoi faut-il la foutre en l'air à cause d'une haine chimérique, voilà, comme le racisme, c'est une haine chimérique. Hein. On déteste quelqu'un parce qu'il n'est pas d'ici, ou parce qu'il est noir, ou parce qu'il est jaune, ou parce qu'il est gris, ou parce qu'il est blanc. Ça n'a pas de sens, tout ça, ça n'a pas de sens. Vous pouvez avoir vos pires ennemis dans votre propre famille. Dans Oui, bien votre sûr. propre famille. Vous pouvez avoir votre pire ennemi dans votre propre fratrie, c'est-à-dire des membres, de personnes qui sont nées du même ventre que vous. Vous pouvez avoir vos pires ennemis. Pourquoi on crée
Je ne comprends pas. Moi, je suis très heureux parce que je me suis toujours fait des amis partout. J'ai des ennemis, c'est vrai, mais des ennemis qui ne me connaissent pas. Ils me détestent parce qu'ils ne me connaissent pas, parce qu'ils ont une idée assez erronée sur ma personne, parce qu'ils ont lu des trucs. Alors que c'est vrai que la rumeur, quelquefois, elle dépasse toutes les prophéties, la rumeur. Elle balaye de façon assez dédaigneuse la plus grande des prophéties. Mais il est temps pour chacun d'être responsable de ce qu'il pense et d'assumer véritablement ce qu'il croit savoir. Et donc, voilà, c'est triste, mais quelquefois je suis désespéré quand je vois des choses comme ça. Ouais. Et puis je m'accroche à ma petite bouée de sauvetage, au sourire d'un enfant, à l'éclat de rire d'une femme, comme ça. J'adore voir les gens attablés et rigoler. Ça, c'est mon film à moi, c'est ma magie à moi, c'est mon oasis à moi. Voilà, et tout le reste n'est que mirage. Tout ce Eh qui est bien, vous êtes, désespérant, tout ce qui est déprimant, tout ce qui est révoltant, ne doit constituer pour moi qu'un mirage. Il eh bien, existe certes, mais il s'efface. Comment dirais-je, il se dissipe comme une bouille de fumée pour que renaisse au jour la beauté de l'oasis, c'est-à-dire eh bien, la bonté des gens, la générosité. C'est merveilleux de voir des gens solidaires, porter secours aux autres. Moi, j'en ai rencontré. De temps en temps, on dit, Monsieur Khadra, vous êtes humaniste. C'est faux, je ne suis pas humaniste, je suis humain seulement. Les humanistes, moi, je les ai rencontrés en Asie, par exemple, je les ai rencontrés en Amérique du Sud. Je les ai rencontrés dans la Cambrousse, dans la brousse africaine. Des gens qui ont renoncé à tout, à leur confort. Ils venaient de France, d'Italie, d'Espagne, de Portugal, je ne sais pas, des pays où tous les ingrédients du bonheur sont réunis et ils préfèrent renoncer à tout ça pour aller porter secours à des peuplades en pleine détresse. Ça, c'est magique. Voilà. il y, Mais il y ça, avait une. je crois que ça, c'est l'humain. Oui, mais en tout cas, vous avez tout à fait raison et c'est comme je rejoins aussi ce que nous disent les personnes, c'est un réel plaisir de vous écouter. On pourrait vous écouter pendant des heures. Il y avait une question que j'ai vue circuler tout à l'heure qui disait, vous parlez énormément de votre femme. Est-ce qu'il y a un roman, si votre femme dit de ne pas le publier, vous ne le ferez pas? Oui. Oui, parce que j'ai une femme qui est très pudique, elle est très pieuse. Donc, quelquefois, il y a même un livre qu'elle n'a pas voulu lire, c'est Qu'attendent les sages, parce qu'elle a trouvé qu'il y avait des scènes assez dérangeantes. Elle ne supporte pas l'obscénité. Mais je sais qu'elle ne me dira jamais une chose pareille. Parce qu'elle sait ce que j'écris et pourquoi j'écris. D'accord. Il y a une Mohamed qui est là et qui nous dit l'écrivain est une œuvre autobiographique à ne pas rater sous aucun prétexte, tellement fascinée et pleine d'innocence. Voilà. Mira Amadouche qui nous dit Monsieur, le vrai responsable de la politique intégriste, mais non islamiste, n'est autre que ces responsables qui se nourrissent de l'ignorance des peuples, non pas de la religion elle-même. Est-ce que vous Ouais, je souhaitez suis ajouter quelque totalement chose? d'accord avec elle. La religion n'est qu'un mode, un mode de conduite. Il y a des gens qui peuvent parfaitement vivre en se passant de Dieu, on a d'autres qui ne peuvent pas vivre sans avoir un Dieu. Voilà, Mm. et tout ce qui nous amène à l'autre, tout ce qui nous amène à transcender, à aller vers ce qui est bon, relève de la religion. Mais tout ce qui nous dresse les uns contre les autres relève de la diablerie. C'est très simple. C'est à nous de choisir le camp qu'on voudrait servir. Vous savez, les idéologies, la religion, c'est comme les idéologies, c'est comme les doctrines politiques. C'est la même chose. Maintenant, quelle est la différence entre un raciste et un intégriste islamiste? Aucun. Il n'y a aucune différence entre un raciste et un intégriste islamiste. Ou un, je sais pas moi, ou un fasciste. C'est le Mm. même discours. Le même discours, c'est la négation de l'autre. C'est la néantisation programmée de l'autre. Elle commence d'abord dans l'esprit et puis elle essaie de trouver le terrain euh, euh, propitiatoire à la réalisation de cette néantisation. Et généralement, c'est la guerre civile, c'est la guerre mondiale, c'est la guerre tout court. Voilà, donc voilà, c'est. Il faut Il y a- savoir choisir. Chacun, vous savez, dans un livre sacré, que ce soit la Bible ou la Torah ou le Coran, tout est dit. Et c'est à vous de choisir ce que vous voulez être. C'est ça la liberté.
Vous voulez être un monstre? Vous avez tout dans le livre sacré, tous les ingrédients pour faire de vous un monstre. Tous les prétextes capables de faire de vous un monstre. Vous voulez être un brave, vous avez tous les ingrédients capables de faire de vous quelqu'un de brave. Donc c'est un choix. Nous sommes responsables de tout ce que nous faisons. Pardon. Saint-Exupéry disait que la différence entre un animal et un être humain, c'est la responsabilité. Il faut, personne n'est innocent et personne n'est vraiment n'est pardonnable quand il fait des choix aussi extrêmes, aussi violents. Je vois une question là d'une personne qui m'envoie un message en message privé qui demande que par rapport à vos dires, par rapport à ce que vous dites sur l'extrémisme, les islamistes, que pensez-vous de la montée de l'extrême droite en France? C'est la même chose. C'est le même intégrisme, c'est la même. Je ne sais pas si le mot existe, mais s'il n'existait pas, je l'inventerai. C'est le même endiablement. C'est le même endiablement. Voilà, on se laisse envahir par des toxines qui vont tout simplement nous empêcher, nous ravir notre part d'humanité et installer en nous les outils de notre propre incomplétude. C'est-à-dire, c'est l'autre qui fait notre complétude. Notre complétude, c'est l'autre. Donc, quand vous mutilez de l'autre, vous êtes dans l'incomplétude. Et comment rattraper cette incomplétude? La violence, le rejet de l'autre. C'est-à-dire, prouver qu'on est capable de vivre sans les autres. Et ça, c'est quelque chose de... Moi, je ne comprends pas comment des gens dérapent. La vie est tellement facile. Hein. La vie, elle est facile. Il n'y a pas plus facile qu'un sourire. Il n'y a pas plus facile qu'une main tendue. Au contraire, pas plus facile et plus heureux qu'une main tendue. Alors, je ne vois pas pourquoi des gens vont à l'université s'instruire, lire des livres, adorer le cinéma, le théâtre, la musique, et un jour accepter d'être les outils de l'anéantisation de l'autre. Ça, je n'arrive pas à comprendre. Pourtant, j'étais soldat. J'ai passé 36 ans de ma vie dans l'armée. Je n'ai jamais pensé une seule seconde que l'anéantisation de l'autre était quelque chose de bon. Même pendant la guerre. Même durant la guerre. Et justement, il y a une question très intéressante de Sonia Robinard que je salue et que je remercie pour sa question qui dit « Qu'est-ce qui vous fait le plus peur par rapport à tout ce que vous venez de dire? Qu'est-ce qu'aujourd'hui fait peur à Yasmina Kadra ?» Les lendemains, quand ils ne sont pas tellement clairs. Vous voyez, je ne sais pas s'il y a cette cupidité, cet égoïsme qui est devenu aujourd'hui le vrai pouvoir dans le monde. C'est l'égoïsme. Quand vous voyez les industries, la finance qui gouverne maintenant tout, qui manipule les esprits, quand on voit le gain qui fait détruire des forêts entières, on a renoncé à sa part d'humanité. D'accord. Écoutez, merci beaucoup. Donc, je salue toutes les personnes qui arrivent. Je rappelle pour les personnes qui nous rejoignent donc, que vous êtes auteur mondialement connu algérien, que vous êtes là ce soir pour nous présenter donc votre nouveau roman, Les Vertueux, qui sortira donc au mois d'août en librairie. Et je tiens aussi à vous remercier puisque vous avez accepté. Voilà. Vous avez accepté d'offrir donc 3 exemplaires par tirage au sort à la fin de ce live. Donc, encore une fois, merci à vous pour cette générosité. Il ne faut pas avoir peur de son épaisseur parce que je l'ai écrit en essayant d'avoir un rythme le plus fluide possible. Donc, c'est un pavé de plus de 500 pages, mais qui se lit d'une traite, je vous le garantis. J'ai bien travaillé l'ambiance et le rythme. Tout est vraiment très, très discipliné. Eh bien, écoutez, merci à vous. En tout cas, c'est un réel plaisir de vous recevoir pour parler de ce roman. Quel a été, je poserai cette question-là après, mais est-ce que vous pouvez donc nous présenter ce roman, justement, qui, je le rappelle, est à 3 exemplaires seront à gagner à la fin de ce live. Hein, donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Ce roman, il sortira le 24 août simultanément en France, en Suisse et en Belgique. Et bien sûr, le 24 août aussi, le même jour, il sortira en Algérie chez Casbah Édition. Bon, c'est l'histoire de toute une vie. L'histoire d'un jeune berger
qui vivait dans une bourgade complètement enclavée, qui n'avait jamais quitté son douar, jamais, jusqu'au jour où il est convoqué par le caïd et il va se retrouver en train de faire la guerre en France. Il va découvrir le monde moderne avec sa violence, avec ses contradictions, avec ses non-sens, ses absurdités. Et voilà, et mon personnage, il va quand même faire la guerre, il va revenir il va rentrer en Algérie et il va rencontrer beaucoup de problèmes. Il va chercher sa famille qui, entre-temps, a disparu. Il va aller à Oran, il va dans le... C'est pas possible de résumer ce livre, sincèrement. Je ne veux pas le résumer, je ne veux pas en parler. Ce serait criminel de ma part d'en révéler les intrigues. Et ce serait dommage que que certains critiques vont le résumer. J'aimerais que les critiques en parlent d'une manière assez floue, que par du style, des personnages et tout, mais pas d'histoire. Parce que j'ai fait en sorte que chaque partie soit un moment d'envoûtement. C'est le plus beau texte que j'ai écrit de toute ma vie. J'ai mis 3 ans à écrire ce texte. Voilà, Tous bah, les jours, du matin à la nuit tombée. Voilà. Et justement, est-ce que ça soit... C'est le cadeau que j'offre à tous les gens qui m'ont soutenu depuis le début. Voilà, tous mes lecteurs. Voilà. J'ai mis tout l'amour que j'ai pour mon lectorat dans ce livre. C'est le plus beau texte que j'ai écrit de toute ma vie. Et je suis tellement fier. Parce que quand il était dans ma tête, il n'était pas évident que je puisse trouver les mots capables de le porter. Eh bien, par amour, par engagement, je ne sais pas, par honnêteté, par probité, j'ai réussi quand même à trouver les mots. Et justement, vous parliez que voilà, vous avez mis 3 ans pour l'écrire, mais est-ce que Yasmina Khadra a des rituels d'écriture en général, que ce soit pour celui-ci en particulier ou pour l'ensemble de votre univers? Malheureusement pas. Malheureusement pas. C'est une séquelle de l'armée. Quand j'étais dans l'armée, je ne pouvais pas me permettre d'avoir un rituel. Moi, je suis très jaloux des écrivains qui ont un rituel. C'est-à-dire qu'ils se lèvent à telle heure, par exemple. Il y a des écrivains qui se lèvent à 4 heures du matin, ils écrivent jusqu'à 8 heures, ils prennent leur café et c'est fini. Ou bien, ils ont un temps précis. Et ils ont quand même réussi à avoir une autorité sur leur propre inspiration. C'est fantastique. Moi, je n'avais pas ça. Je ne pouvais pas avoir ça dans l'armée. Il fallait trouver le moment propice pour écrire. Et ce moment-là, ben, il différait de temps en temps. Il y a une accalmie, d'autant plus que j'ai passé toute ma vie dans les unités de combat. Donc, on était constamment dans des alertes aux frontières, on était en manœuvre. Moi, j'étais les unités mécanisées, dans les petits chars comme ça. Et par la suite, je suis encore allé plus loin. Je suis allé dans les troupes spéciales. Donc, c'est un travail contraignant et c'est pour ça qu'il me fallait trouver un moment pour écrire et je devais tout écrire pendant ce laps de temps qui m'est concédé. Sinon, c'est comme ça que j'ai raté pas mal de livres. J'ai raté énormément de livres parce que j'ai commencé un livre et par la suite je suis pris ailleurs, dans d'autres tornades, dans d'autres tourmentes et quand je reviens au texte, je n'ai plus la fibre qui était en train de faire vibrer toutes les autres. D'accord, merci beaucoup. Beaucoup de questions qui arrivent, hein, et je m'en excuse par avance s'il y a des questions qui passent à la trappe. Tom Notti, un auteur qui est là aussi, bonjour Tom, qui nous dit « Monsieur, le pire de nos vies, n'est-il pas malheureusement aussi le terreau tristement fertile de la création ?» Ah, c'est pas un vice, non, non, je pense pas. Non, c'est vrai que c'est exigeant, c'est une exigence, c'est un, c'est une véritable épreuve. Mais mon Dieu, c'est comme une grossesse, c'est comme une grossesse. À la fin, quand vous accouchez d'un livre et que vous êtes vraiment satisfait de ce travail, ben, toute la douleur qui vous a accompagné, ben, disparaît comme par enchantement. Moi, j'ai toujours... Bon, c'est vrai que comment dirais-je, la comparaison est un petit peu osée quand même. La grossesse, elle est unique. Aucun être humain ne peut sentir, ne connaîtra cette douleur que connaissent les femmes quand elles sont. Donc, et je peux dire que moi, je vois ça comme une grossesse nerveuse, quoi. C'est une grossesse nerveuse. Karim Yazid qui nous dit « Le livre et film Ce que le jour doit à la nuit » qui raconte la vie des Français et Pieds Noirs en Algérie avant-guerre. La question c'est est-ce que c'est une histoire vraie? Puisqu'il me dit que le livre est magnifique et le film l'a fait pleurer.
Oui, même moi, le livre m'a fait pleurer quand j'ai écrit la quatrième partie. C'est le seul livre qui m'a vraiment fait pleurer. Et c'est aussi le film que j'ai vu 4 fois avant et il m'a fait pleurer 4 fois. C'est une histoire d'amour inspirée de l'histoire de mon propre père. Mais c'est aussi l'histoire de beaucoup de pieds noirs et beaucoup d'Algériens. Un jour, j'étais en train de, de me balader quelque part quand le téléphone a sonné. C'était l'Akhdar Hamina Rachid, notre palme d'or à Cannes, avec, je ne me rappelle plus le film, Chronique des années de Braise. Et ce bonhomme, il hurlait au bout du fil, il hurlait. Moi, je pensais qu'on lui a dû raconter des choses, parce qu'on raconte beaucoup de choses sur moi, des choses que je n'ai pas dites, que je n'ai pas faites. Mais alors, je pensais que quelqu'un a dû le guillonner comme ça. Et il m'a dit, mais ce livre, c'est mon histoire. Et je veux tourner ce film. C'est mon histoire. C'est pas possible. Comment tu as fait pour être dans ma tête, dans ma vie et tout? Et c'est le cas de plusieurs Algériens. Plusieurs Algériens. Et c'est triste de voir des gens quand même raconter n'importe quoi sur ce livre. C'est vraiment triste. C'est ça qui m'a amené à dire cette monstruosité que j'assume. Il y a les races, il y a les espèces. Voilà. Donc, c'est l'histoire de mon père avec une certaine Française de Canada et qu'il a aimé de toutes ses forces. Voilà, qu'il a aimé de toutes ses forces. Et mon père, en ces années-là, dans les années 50, bon, Knesset, c'est un petit village, mais millénaire. Il y avait les Français d'un côté, les Arabes. Mais il y avait quand même de temps en temps des gens qui se croisaient. Et mon père voulait s'émanciper très vite, plus vite que sa tribu. Donc, il est tombé amoureux de cette fille. Et un jour, il allait la présenter à son père. Il se croyait déjà émancipé. Voilà, comme chez vous, par exemple, vous prenez votre fiancée, vous allez la présenter à votre maman, à votre père, à votre oncle, enfin à votre famille. Eh ben, chez nous, dans notre tribu, ça ne se faisait pas. Donc, comme mon père s'est présenté avec sa fiancée, euh, ça a été le choc. Mon grand-père, c'était le cheikh de la tribu, donc c'était un manque de finesse, un manque de respect, de civisme. Et mon grand-père a menacé mon père de te renier s'il venait à épouser cette Française. Et c'est comme ça que mon père a renoncé à l'amour de sa vie, un amour qu'il a cherché dans toutes les femmes qu'il a connues par la suite. Il a couru à travers, il s'est marié plusieurs fois, même avec ma mère, il n'a pas réussi à trouver la femme, l'idylle ou l'égérie de sa jeunesse. Voilà, c'est cette histoire qui m'a beaucoup touché et j'ai voulu lui trouver un cadre. Et le meilleur cadre, c'était Rio Salado. C'est un village colonial qui est resté authentique, qui n'a pas été défiguré par l'urbanisme sauvage que connaît l'Algérie dans plusieurs villes. Et quand j'ai vu ce village magnifique, qui était aussi le village le plus riche de l'Oranie, c'est-à-dire les gens de Rio Salado, El Maleh aujourd'hui, pouvaient se permettre des fêtes qu'Oran ne pouvait pas espérer voir chez elle. Il y avait uniquement des gens, c'était un village qui était surtout peuplé d'Espagnols, de Juifs et de musulmans. Mais voilà, et j'ai trouvé ce cadre magnifique. D'ailleurs, quand j'ai vu ce village la première fois de ma vie, j'ai dit, ce sera le théâtre ou le décor de ce que j'aurai de mieux à offrir. D'accord. Ben, écoutez, ben, merci beaucoup en tout cas. Il y a Orchidée qui nous dit, j'ai moi aussi lu ce roman, donc ce que le jour doit à la nuit. Au début de ma lecture, je ne comprenais pas pardon, la passivité de l'auteur, mais c'est à la fin que j'ai compris ce choix. La Voilà. facilité. Là, il Alors, ne comprenait la pas. passivité, voilà, au début, je ne comprenais pas la passivité de l'auteur, mais c'est à la fin que j'ai compris ce choix. Voilà, nous dit Orchidée. Je ne sais pas si vous souhaitez rajouter quelque J'ai chose. pas entendu. La facilité, il a dit la facilité. La passivité. La passivité. La Voilà, j'ai lu le passivité. oui, non, j'ai lu le roman Ah, Ce que le jour doit à la nuit. Au début de ma lecture, je ne comprenais pas la passivité de l'auteur, mais c'est à la fin que j'ai compris ce choix. ah ben tant mieux, il a compris. Non, Voilà. moi, quand j'écris, je n'essaie pas d'imposer quoi que ce soit au lecteur. Je mets à sa disposition tous les ingrédients possibles
pour qu'il puisse lui-même faire sa propre idée sur ce que je suis en train de lui proposer. Ce qui est magique avec ce livre, c'est que tout le monde l'a aimé. En Algérie, c'est mon plus grand succès. Et en France, c'est mon succès. Au Canada, c'est mon plus grand succès. Au Japon, c'est mon plus grand succès. En Lituanie, en Roumanie, c'est extraordinaire. Parce que c'est un livre qui a en lui une très profonde sincérité, une honnêteté historique et une humanité dont nous avons besoin aujourd'hui. Voilà. Justement, il y a Brahim, que je salue, Bournan, qui nous dit: votre regard est-il façonné par le fait que vous êtes originaire des grands espaces, des déserts? Probablement, je pense que oui, oui. Je pense que oui. Même si je n'ai pas vécu trop longtemps dans le désert, mais j'en ai hérité pas mal de gènes quand même. Oui, c'est très imagé chez nous. Dans notre tribu, par exemple, quand on parle de quelqu'un, on on n'est pas frontal, on l'attaque pas frontalement. C'est-à-dire, on emprunte beaucoup les amphigouries, les allusions, on essaye par un verset coranique, par un poème, par essayer de le cadrer ou de l'orienter vers ce qui pourrait à mieux se conduire. Tout ce que nous disons est imagé. Tout ce que nous disons, c'est des métaphores. C'est pour ça que la métaphore revient fréquemment dans mes livres, parce que c'est un héritage de ma tribu, de mes ancêtres. Et puis il y a aussi ce côté algérien, ce côté arabo-berbère, qui fait que même quand on nous plonge, on dirait qu'on est en train de dessiner, non pas d'écrire. Voilà. Tout ce que nous disons est très, très imagé, très, très visuel. Justement, il y a Sonia qui nous dit: vous entendre parler est un bonheur, alors je ne peux qu'imaginer vous lire doit être un moment exceptionnel. Et il y avait également aussi une question, alors Merci. peut-être une anecdote, qui nous dit: il paraît que vous avez écrit quelques lignes dans un hélicoptère. Non, mais il m'arrivait d'écrire dans mes chars de combat. J'avais pas de bureau quand on était sur les frontières. Le casemate est souterrain, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. Donc je vais dans mon char, j'allume la lampe, la petite lampe, j'écrivais. Et j'ai écrit aussi dans des hélicoptères de combat en revenant d'une opération. Je voulais pas que les choses m'échappent parce qu'il y a trop d'émotions pendant une confrontation. N'oubliez pas que c'est la guerre. Cette guerre, c'est des Algériens contre des Algériens. Je ne l'ai jamais supporté. Je n'ai jamais supporté que des Algériens puissent attaquer des Algériens et tuer des Algériens. Des deux côtés, hein, parce que nous étions tous victimes d'une manipulation qui nous a dépassés. Voilà, nous étions les dents de la farce, sauf que c'était pas comment, le Thanksgiving, comment les Américains appellent ça, le Thanksgiving, je sais pas, le Thanksgiving, je sais pas. La fête américaine où il y a la dinde. C'était pas Noël. Voilà. Donc, il m'est arrivé d'écrire, je prenais des notes rapidement, des choses qui me traversaient, comme des espèces. Voilà, c'était des figurances, je notais, pour ne pas oublier. Parce que quand on est dans la guerre, il nous arrive d'oublier pas mal de choses. Des détails qui, 20 ans après, reviennent. Ouais, et justement, il y a Loïc qui nous dit: qu'est-ce qui vous a amené à écrire sur des sujets parfois difficiles comme celui dont vous venez de parler, et comme le terrorisme par exemple? Oh, c'est un devoir. Pour moi, le livre que j'ai écrit sur le terrorisme, c'est un devoir. Il fallait expliquer au monde ce qui se passait, ce que c'était que cette nébuleuse qui nous ont ténébrés. Voilà, voilà, mais en même temps, j'ai écrit combien de livres sur le terrorisme? Peut-être 5 ou 6 livres, alors que j'en ai écrit 35 ou 36 livres. Donc, j'essaie de convoquer mon époque et de la convoquer, de la questionner, d'essayer de trouver des réponses à tout ce qui me préoccupait, à tout ce qui me taraudait. Voilà, c'est ça. C'est la quête d'une explication, d'un sens. C'est la quête d'un sens. Et justement, vous avez prononcé le mot devoir, que c'est pour vous, c'était un devoir. Et j'ai vu une question tout à l'heure qui malheureusement est remontée, donc j'essaie de la dire comme je l'ai lu, qui demandait à partir de quand un auteur peut arrêter d'écrire par rapport à l'histoire, par rapport à son lectorat. Est-ce que c'est un devoir et à partir de quel moment il peut s'arrêter d'écrire? La littérature, ce n'est pas un monde séraphique, c'est pas un monde magique, c'est pas un monde
Aseptisé, ce n'est pas un monde sain. Ça dépend des écrivains. Ça dépend des écrivains. Derrière chaque chose, il y a l'être humain. Que ce soit en politique, dans les arts, dans la littérature, dans le sport, il y a toujours un être humain derrière le personnage qui est présenté aux autres, au monde entier. Et la littérature aussi n'est qu'une façade. Ce qui se passe derrière, c'est quelquefois, c'est inimaginable ce qui se passe derrière cette façade, cette belle vitrine, la littérature. Mais il y a aussi des écrivains qui sont maléfiques. Il y a des écrivains qui sont mauvais. Il y a des écrivains qui sement la discorde pour faire la haine. Il y en a d'autres qui essayent d'apporter un peu de lumière dans la grisaille de nos jours, de nous éclairer, de nous faire voyager, de nous aider à aimer la vie malgré tout. Voilà, ça dépend. Donc la littérature, c'est juste un territoire qui est peuplé d'intérêts, de profits, quelquefois d'opportunisme et aussi de magie, de générosité, de talent, de génie. Voilà. Est-ce que c'est un exutoire de sentiments pour vous d'écrire? Vous savez, l'exutoire pour moi, c'est quand je vois mes enfants heureux, quand je vois ma femme absolument comblée, quand je vois ma famille se porter à merveille, quand je vois des gens rire à une terrasse, c'est ça l'exutoire pour moi. Écrire, c'est non. Écrire pour moi, ça fait partie de ma nature. Chaque être humain naît avec un talent. Tous les humains naissent avec un talent, sans exception. Il y en a qui le perçoivent très, très tôt et qui essaient de l'aider à forcir. Il y en a d'autres qui le négligent. Le talent, c'est comme la chance. Nous avons tous une chance. Tous. Il y a ceux qui savent, qui la reconnaissent tout de suite et qui la saisissent au vol, d'autres qui la laissent passer. C'est un peu comme la jeunesse. Bien Le sûr. talent, la chance et la jeunesse. C'est trois choses que la nature nous offre. Ce sont trois talents de la jeunesse, le talent et la chance. Alors, il faut savoir faire de ces trois éléments merveilleux quelque chose de pour soi et pour les autres. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Je rejoins encore une fois toutes les personnes qui nous rejoignent et qui disent que c'est une belle interview et que c'est un réel plaisir de vous écouter, dont Isabelle Chomard qui nous dit Les Hirondelles de Kaboul, magnifique, merci pour ce roman. Voilà, donc on a atteint presque les 3/4 d'heure de live déjà. Donc je rappelle que vous avez écrit et qui sortira au mois d'août votre dernier roman, Les Vertueux, qui sortira donc le 19 août, c'est ça que vous avez dit tout à l'heure? Le 24 août, Le à 24 août. Alger et à Paris, et à Alger. Bruxelles, et enfin en Suisse aussi. Voilà, donc notez bien cette date et ce soir, vous avez accepté, donc encore une fois, merci, d'offrir 3 exemplaires parmi les personnes qui ont posé une question ce soir. Donc vraiment, merci à tous les participants. Tirage au sort à la fin de ce live et ensuite, les romans vous seront envoyés. Je vais prendre encore 2-3 questions avant de clôturer ce live, dont une question de Alou Khalid, bonsoir, qui nous dit pourquoi vous ne critiquez pas le système politique algérien spécialement et arabe généralement dans vos écritures? Êtes-vous toujours fidèle à l'école militaire? Celui-là, c'est un mal intentionné. Ça se voit qu'il m'a jamais lu. Ça se voit qu'il m'a jamais lu. Je ne sais pas ce qu'ils entendent par critiquer. Je crois que je suis l'écrivain qui a le mieux disséqué le politique algérien. Je leur envoie ce que j'ai écrit dans 14 des singes et qu'ils me disent si ce n'était pas un roman prémonitoire. Voilà, il faut arrêter de dire n'importe quoi. Il faut se renseigner, il faut dire. Il ne faut pas être dans le désagréable et dans la méchanceté gratuite comme ça. Pourquoi vous ne parlez pas? Moi, j'ai combattu le politique sur le terrain. Je me suis même présenté aux élections présidentielles alors que j'étais directeur du Centre culturel algérien. On m'a proposé des postes, deux postes, 2 fois le poste de ministre de la Culture. On m'a proposé des ambassades dans le monde entier. J'ai dit, je n'en ai pas besoin. Je suis un homme du Sahara. Je me contente de ce que Dieu me donne, de ce que chaque jour me propose. Et c'est tout. Donc, il faut arrêter de dire. Surtout, il ne faut pas intervenir d'une manière aussi désagréable. Moi, je critique, j'ai toujours critiqué ce système, je l'ai toujours combattu, pas seulement. Pas comme les chroniqueurs qui écrivent et qui oublient. Moi, je m'engage sur le terrain, j'ai fait des choses. Je suis allé quand il y avait les Hiraki, moi j'ai écrit et j'ai frappé aux plus hautes sphères pour libérer certains détenus. Mais pourquoi faut-il que je le dise?
Pourquoi faut-il? J'ai le sentiment de ma propre cause, de faire mon propre combat. Ce que je fais, je le fais avec honnêteté jusqu'au bout. Et ce n'est pas à ce monsieur de m'apprendre ce que c'est que l'engagement. Moi, j'ai écrit, je lui rappelle que j'ai écrit mes livres pendant que j'étais sous les drapeaux. C'est-à-dire que c'était à mes risques et périls. Je pouvais parfaitement être assassiné à cause de mes textes, alors que j'étais encore dans l'armée, alors qu'il arrête de donner des leçons qu'il ne sait pas retenir lui-même. Eh bien, écoutez, merci en tout cas pour cette mise au point. Tout le monde est d'accord avec vous. Merci en tout cas. Dominique Guénin qui nous dit un vrai plaisir de vous écouter. Grâce à vous, on a envie d'être heureux et de sourire à la vie pour la rendre meilleure. Merci beaucoup. Samia Moufou qui nous dit très bonne réponse, bien envoyé. Isabelle qui nous dit bravo. Bouadel qui dit je vous respecte, monsieur, vous êtes la fierté de l'Algérie. Voilà, donc merci à vous. Je ne suis pas le seul. Il faut que les Algériens comprennent que nous avons vraiment des gens qui sont merveilleux. Même si le système politique fait tout pour démythifier, défigurer les plus belles images que nous avons, les Algériens ne sont pas durs. Il leur faut juste un peu de recul et un peu de probité intellectuelle. Et il faut aussi que les Algériens arrêtent un petit peu de s'énerver pour rien. Il faut garder son calme. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent, chez nous, il y a beaucoup de gens qui confondent fierté et susceptibilité. Nous, on est fiers de quelque chose qui nous installe dans le respect des autres. On ne peut pas être fier parce qu'on est algérien ou fier parce que je suis de tel ou tel douar ou de tel ou tel contrée. Non, on est fier pour ce que nous proposons aux autres et ce que les autres accueillent comme une véritable oblation. Mais on est surtout susceptible. La fierté, c'est un long chemin qui nous reste à parcourir. Pour le moment, on n'est que susceptible. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. En tout cas, c'était très joli mot. Il y a Eya Boré, justement, qui rebondit un peu sur ce que vous dites, qui dit il y a une grande poésie dans ce que vous écrivez. Comment faites-vous pour enchaîner si bien les mots et donner vie à des romans? Je vous lis depuis des années. Merci beaucoup. Je ne sais pas comment ça se passe. Je crois qu'il y a des chanteurs comme ça qui prennent une guitare et au bout de quelques touches, hop, ils créent une symphonie. Je ne sais pas, c'est un don naturel. Et c'est pour ça que je dis à certains, par exemple, j'ai un grand ami qui est un virtuose de l'oud, du luth, qui s'appelle Allah et que je salue très fort. Allah, c'est un magicien du luth. C'est quelqu'un qui guérit. Sa musique, elle est thérapeutique. Je ne sais pas, c'est magnifique, c'est un cahier. Et je le supplie de revenir à la musique. Il dit, tu n'as pas le droit de garder pour toi ce talent. Parce il a été tellement écœuré, comme beaucoup d'artistes en Algérie, ils ont abandonné parce qu'ils étaient écœurés, ils n'en pouvaient plus. Donc lui aussi, c'est un génie, mais à un certain moment, il a divorcé avec son art. Et je lui dis, je lui répète tout le temps, à chaque fois d'ailleurs, il m'a appelé il n'y a même pas 2 heures. Bah, je lui dis, écoute, quand on a un talent, c'est pas parce qu'on le mérite. C'est juste quelque chose que la nature nous a confié afin que nous puissions le porter aux autres. Le seul mérite que nous avons dans un talent, c'est de le porter aux autres. Ce n'est pas de l'avoir. Parce qu'on peut l'avoir et le garder pour soi, et ça, c'est catastrophique. C'est pour ça que, oui, moi, j'essaie d'avoir cette poésie parce que je l'ai hérité quelque part. Et ce qui m'aide à la porter aux autres, c'est seulement l'amour. Je suis quelqu'un qui aime. J'aime les gens. J'aime les gens. Quand je vais dans les salons, vous ne pouvez pas imaginer, je tombe amoureux de toutes les femmes qui passent, de tous les hommes qui passent, tous les gens qui viennent me voir, parce que je sais que sans eux, je ne suis rien. Je ne suis que l'être morte. Voilà, et c'est pour ça que quand j'écris, je sais aussi que ce que je propose aux lecteurs, généralement, ce sont des sujets assez durs. Assez durs. Donc, j'essaye de tempérer la violence de la situation que je raconte avec des mots, avec une certaine poésie, avec des métaphores de fulgurance. Voilà, c'est pour ne pas traumatiser les lecteurs. Et je leur dis toujours, écoutez, le monde, ce n'est pas mes livres qui sont violents, c'est le monde qui l'est. Et il est préférable de rencontrer la violence dans un livre que dans la rue. Dans la rue, la violence nous dépasse. Dans la rue, hop, nous sommes déjà paniqués, on essaie où donner de la tête, on court dans tous les sens. On peut même oublier ce que nous avons de plus essentiel en nous. Mais dans un livre, hop, on peut toujours s'arrêter, s'attarder sur telle ou telle tournure de choses. Donc, essayer de remonter
jusqu'aux sources du malentendu. Et de cette manière, comment dirais-je, on peut peut-être trouver des bouts de solutions, des petites pistes pour aller vers la résolution de ces problèmes. D'accord, merci beaucoup. On a atteint l'heure de live. Il y a juste 2 questions que je voulais vous poser, que j'ai vu circuler par rapport à D'abord, votre... je tiens à m'excuser avec ce ramadan. J'ai déjà la tête qui tourne, j'ai soif, C'est pour ça, donc je m'excuse si j'ai la c'est pour langue ça un que je vois peu. le compteur c'est Déjà, pour ça que je vois le compteur qui tourne. j'ai un problème d'articulation, c'est génétique, hein, c'est organique. Hein. Voilà, Hmm, j'ai un problème de prononciation et en plus, avec le ramadan, c'est pire. Alors, je me voilà, rappelle à Strasbourg, il y avait quelqu'un qui s'est levé dans la salle et j'aime bien raconter cette anecdote parce qu'elle m'explique, elle me situe véritablement. Il y a un lecteur qui s'est levé dans la salle à Strasbourg, chez Kléber, le libraire, que je salue d'ailleurs, et qui m'a dit, Monsieur Khadra, je suis très heureux de vous avoir lu avant de vous avoir entendu. Et c'est la hmm. vérité. Voilà, donc je m'excuse si quelquefois j'ai la langue qui Il n'y a pas de récalcitrante. souci, vous êtes tout excusé, il n'y a pas de souci. Mais comme je vous l'ai dit, c'est vrai qu'on voit l'heure tourner. Je sais que dans 40 minutes, il faut passer à table. Il y avait justement une question intéressante concernant Dans une heure, votre dans une heure. dans 1 heure, à quelle heure? 20 heures. Une question très intéressante concernant votre roman Les Vertueux. Pourquoi avoir choisi ce titre? Ah mon Voilà. Dieu. Non, mais vous allez le découvrir dans le livre. Voilà. Donc, Je vous n'hésitez pas à lire ce garantis que livre. vous allez vous régaler. Jusqu'à présent, tous les gens qui l'ont lu ont été... Voilà, donc je vous laisse le découvrir. Et voilà. J'adore les Donc, vertueux. voilà, on vous invite donc à découvrir ce roman. Et je rappelle hein, Et, que ce roman, j'ai passé presque 2 ans à lui trouver un titre. Ça fait 2 oui, ans. Et c'est peut-être le 20e titre que j'ai. Et enfin, j'ai réussi. C'est venu comme pour ce que le jour doit à la nuit. C'est venu à un moment, à 3 heures du matin, comme ça, alors que j'étais entre le 7e et le 8e ciel. Et c'est venu comme ça. Je me suis levé tout de suite pour ne pas l'oublier et je l'ai écrit. Voilà. bah, écoutez, bah, merci beaucoup en tout cas pour ces réponses. Hein, et puis je le rappelle encore une fois que l'exemplaire, 3 exemplaires sont à gagner ce soir par tirage au sort à la fin de ce live. Donc encore une fois, merci à vous. Une dernière question. Vous avez dit tout à l'heure que vous allez partir donc là en tournée. Où est-ce que les lecteurs peuvent venir vous voir là tout prochainement? Et après, je vous laisserai le mot. Je pars en tournée dans 2 semaines, peut-être. Je serai à la Semana Negra de Valencia du 13 je crois, du 13 au 17 mai. Et puis je vais aussi au Salon de Madrid, une semaine après. Et puis je fais une tournée dans toute l'Andalousie. Je pars à Séville, Grenade, Malaga et Cordoue. Et peut-être, j'espère aussi faire un saut, intervenir à Alicante. Voilà, parce qu'il y a beaucoup d'Algériens à Alicante. Ah, voilà. Donc, en tout cas, bah, merci beaucoup, Yasmina, pour toutes ces réponses. En tout cas, je rejoins tout ce que les gens ont dit. C'était une très bonne interview, beaucoup d'émotions, beaucoup de paroles sincères chez vous. Donc, en tout cas, merci à vous encore une fois d'avoir C'est accepté moi qui vous remercie. de venir passer pratiquement 1 heure avec nous. Je vous laisse le mot de la fin et je rappelle à tous ceux qui n'ont pas pu voir le live en entier que la rediffusion sera disponible dès ce week-end sur la page YouTube Les Lectures de Florian. Voilà, donc bah, Yasmina Kadra, je vous laisse le mot de la fin. En tout cas, encore une Il n'y a fois, pas le merci à mot de la fin. Il n'y a pas le mot de la fin. Il y a le mot du début. Donc, il faut se réinventer tous les jours. Donc, aujourd'hui, il faut absolument aller vers ce qui nous émerveille. Nous avons besoin de ça. C'est la seule façon pour nous de compenser un petit peu tout ce qui défigure l'image de l'humanité aujourd'hui. Eh bien, écoutez, Donc, bah, merci. émerveillez-vous, aimez, profitez de la vie et puis le temps passe très vite. Je vous Eh oui. assure, hier, quand je suis rentré dans ma chambre, j'avais 20 ans. Ce matin, en me réveillant, j'ai 67 ans. Donc, le temps passe très vite. Profitez de chaque instant. Et voilà, donc bah voilà, profitez de la vie, comme le dit Yasmina. En tout cas, merci à tous. Merci pour cette rencontre. Merci, Monsieur Kada. Vous êtes brillant et un bonheur de vous lire et vous entendre. Voilà, je vous invite à tous à relire les commentaires. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites ce soir, beaucoup de questions qui ont été posées. Et malheureusement, je n'ai pas pu les poser toutes. Mais encore une fois, merci à vous. Salve takoum à tous. Et on se dit donc à très bientôt. À très bientôt. Bye À bye. bientôt. Au revoir.